Pour clôturer cette journée de débat et d'idées en beauté, nous allons accueillir deux des diplômés de l'école de journalisme qui ont travaillé ensemble sur un projet qui s'appelle Extrême droite, la nouvelle garde. Donc il s'agit de René Bertini et de Arthur Didier Deren. Bienvenue à vous deux, grand plaisir de vous recevoir. Et ils seront interviewés dans le cadre de cet échange par Lilia Fernandez et Amaury Goncalves, qui sont deux de nos étudiants, bien sûr. Bonjour. Bonjour. Alors bonjour René Bertini, bonjour Arthur Didier Deren. Merci d'avoir accepté l'invitation de Sciences Po pour cette conférence. Alors on va vous présenter d'abord. René Bertini, vous avez 27 ans, vous êtes une journaliste italo-américaine et travaillez aujourd'hui pour le média pan-européen ENTR, après avoir travaillé pour le bureau parisien de CNN pour qui vous aviez couvert l'extrême droite en France. Vous êtes aussi et surtout co-réalisatrice du documentaire Extrême droite, la nouvelle garde, un documentaire qui suit pendant plusieurs mois 3 jeunes figures de l'extrême droite française et que vous avez réalisé donc avec Arthur Didier Deren. Arthur Didier Deren, vous avez fait vos premiers pas dans le journalisme à Istanbul, où vous avez collaboré avec plusieurs médias. Comme René Bertini, vous avez été diplômé de l'école de journalisme de Sciences Po en 2022. Vous vous êtes orienté ensuite vers le documentaire. Vous êtes aujourd'hui directeur de production et vous avez fondé votre propre société de production. Mais nous le disions, vous êtes aussi co-réalisateur du documentaire Extrême droite, la nouvelle garde, diffusé sur la chaîne parlementaire en juillet dernier. Donc entrons dans le vif du sujet. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre documentaire, pourquoi vous avez souhaité le faire et comment s'est passé le tournage? Alors bien sûr, tout ça a commencé en 2022 quand j'ai écrit justement un article pour CNN sur un centre de formation parisien qui s'appelle l'Institut de formation politique, qui est un centre de formation qui prépare les jeunes de droite et d'extrême droite à rentrer dans des postes à responsabilité dans des partis politiques, des médias, des entreprises, etc. Arthur, il avait lu cet article et il avait trouvé qu'il y avait du potentiel pour adapter un documentaire. Du coup, au début, on avait l'intérêt de prendre cette voie-là, c'est-à-dire de regarder la formation des jeunes d'extrême droite. Malheureusement, après, le directeur de cette école nous avait fermé ses portes. Il n'avait pas souhaité qu'on filme dans les locaux de l'école. Et on s'est plutôt réorienté vers suivre le parcours des anciens élèves de cette école ou du genre de profil qui aurait pu passer par ces portes. Donc c'est comme ça que vite on est tombé sur Stanislas Rigaud, qui est un des personnages qu'on a suivis, et ensuite Piero Martione et Kaina. Donc, ce qui en est sorti finalement, c'est un portrait croisé de ces trois jeunes dans différentes étapes de leur engagement au sein de partis et organisations d'extrême droite. Ça s'est déroulé dans un tournage d'à peu près 1 an, pendant lequel on les a suivis de Marseille au Var à la Seine-Maritime, mais surtout à Paris. C'est là qu'ils passent la plupart de leur temps en train de gravir les échelons, disons. Et on les a suivis pendant la temporalité de la campagne pour les élections européennes, et qui est ensuite devenue les élections législatives aussi. Et on les a eus dans un peu tout type d'atmosphère, donc en soirée, comme un grand meeting classique, comme en train de faire des collages la nuit, comme dans l'intimité de leur salon. Alors, dans votre documentaire, vous en citiez certains. On suit 3 jeunes militants d'extrême droite. Donc, Piero Martione, 29 ans, qui était président des jeunes du Rassemblement national. Kaina, 19 ans, membre de la cocarde étudiante. Et Stanislas Rigaud, 24 ans et fondateur de Génération Zemmour. Comment, au premier abord, ces 3 personnes ont reçu votre souhait de réaliser un documentaire avec eux? La première personne qu'on a approchée, c'était Stanislas Rigaud, que René avait déjà contacté et interviewé pour son article. Et lui, il a très vite accepté. On lui a présenté le projet tel qu'il était, et ça lui allait parce que lui, c'était parmi les 3 personnages qu'on a suivis, c'est celui qui avait déjà le plus de notoriété à ce moment-là. C'est déjà une sorte de personnalité politique à son humble échelle, et il est dans cette dynamique de vouloir le plus possible capter la lumière partout où il peut la prendre, et c'est un aspirant responsable politique. Et donc d'une part, il se dit
qu'il n'y a pas de mauvaise presse pour lui, qu'il n'y a jamais de mauvaise presse. Et puis d'autre part, il se dit que aussi, s'il veut devenir un responsable politique, la confrontation aux médias fait partie du jeu politique. Et donc, c'est un peu comme un exercice pour lui. Et puis en plus aussi, comme Reconquête, c'est un petit parti au sein duquel lui, il avait déjà une grosse influence, et il était un peu libre, enfin, pas totalement, mais il était libre de prendre pas mal d'initiatives. Il n'a même pas eu, j'ai l'impression, besoin de greenlighter le projet auprès de ses supérieurs. Il menait un peu sa barque de son côté. Donc ça a été relativement simple, j'ai envie de dire. Après, ça a été beaucoup plus compliqué du côté du Rassemblement national, parce que nous, on voulait absolument quelqu'un du Rassemblement national pour faire un documentaire sur l'extrême droite, ça nous semblait essentiel. Mais le parti était beaucoup plus fermé, était beaucoup plus suspicieux à l'idée du projet et nous a ghosté littéralement pendant un bon moment. Et donc ça a pris plusieurs mois et ensuite pas mal de rendez-vous avec les responsables presse et communication du parti. Pour qu'on arrive à les approcher. Et en fait, ce qu'on a un petit peu, enfin la façon qu'on a négocié entre guillemets, c'était un peu de leur dire, d'un côté, on a Stanislas Rigaud pour représenter Reconquête. On ne peut pas faire un documentaire sur les élections européennes et sur votre famille politique sans vous avoir vous. Et finalement, ça a fonctionné. Et donc, ils ont accepté, mais à condition que on suive l'homologue de Stanislas Rigaud chez eux. C'est-à-dire qu'au début, on voulait filmer on voulait suivre un jeune militant, quelqu'un d'autre, et eux nous ont dit si vous voulez suivre, si vous voulez nous filmer, nous, va falloir que ce soit notre équivalent, donc Pierre-Romain Thionnet, qui était, et qui est toujours d'ailleurs, je crois, le directeur du Rassemblement national pour la jeunesse, donc le RNJ, qui est le mouvement jeune du RN. Et donc, on a fini par accepter parce que ça nous semblait de toute façon intéressant. Ensuite, pour ce qui est de Kaina, ça s'est fait différemment, ça s'est fait plus tard. On avait commencé déjà pas mal à tourner avec Pierre-Romain et Stanislas au moment où on a rencontré Kaina la première fois. Mais donc la Cocarde, pour situer, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un syndicat étudiant qui a été créé il y a maintenant déjà une petite dizaine d'années et qui est très proche du RNJ. Donc ça sert beaucoup de vivier de recrutement un peu au RNJ. Il y a beaucoup de gens qui se font leur première arme de militants à la Cocarde qui ensuite sont recrutés dans les rangs du RN. Et donc ça a été assez, de par les connexions qu'il y a entre les deux, simple d'approcher la Cocarde en ayant déjà dans le documentaire l'accord de Pierre-Romain Thionnet et dans une moindre mesure de Stanislas Rigaud. Après, ce qui a été plus compliqué, c'était de trouver le bon profil, parce qu'on avait deux personnalités qui étaient quand même déjà assez médiatiques, qui étaient quand même un petit peu entraînées à l'exercice. Là, on voulait quelqu'un qui puisse avoir une parole plus spontanée, moins langue de bois, etc. Et donc, on a un petit peu, on a éliminé plusieurs candidats, entre guillemets, pour ensuite rencontrer cette Kaina, dont on va voir un extrait juste après. Ouais, c'est ça. Donc, vous en parliez de Kaina, elle est militante à la Cocarde étudiante. On va diffuser un court extrait de votre documentaire dans lequel elle explique les raisons qui ont motivé son engagement politique. On se retrouve dans un court instant. Je venais de Maisons-Alfort. Donc j'ai fait toute ma scolarité jusqu'en 6e à Maisons-Alfort. Et donc
Kaina, elle a des propos assez forts. Elle parle de haine envers la France et envers les Blancs. Elle exprime qu'elle n'était pas à sa place. Comment vous, derrière la caméra, vous avez perçu ces propos? Et est-ce que vous avez eu peur qu'ils soient instrumentalisés par les partis d'extrême droite? Alors, première question, nous, derrière la caméra, quand on a entendu ça, alors on en avait déjà un petit peu parlé avant, donc on ne les a pas reçus la première fois pendant cette interview, mais il y a une part de nous qui étions intéressés parce que c'était quand même assez original comme situation, et donc on voulait... ça nous semblait intéressant, important en tout cas d'en parler. Ensuite, il y a aussi, ça c'est quelque chose qu'on a rencontré peut-être d'autres manières, avec d'autres termes, d'autres situations, mais auprès d'autres militants. En tout cas, beaucoup est revenu ce discours de manque d'intégration sociale dans leur environnement, surtout dans leur environnement de formation, dans leurs universités, dans les écoles. Et donc c'est toujours à prendre des pincettes, parce que c'est aussi, pour Kaina, un discours qu'elle met très vite en avant pour justifier son engagement. Donc on se demande toujours dans quelle mesure ça, c'est pas un petit peu aussi rodé justement pour servir un propos politique. De l'autre, elle était quand même... ça nous semblait quand même assez authentique comme parole, et donc on avait envie de la restituer. Et ensuite, pour la question de son instrumentalisation, ça a été une grosse discussion, notamment avec la production, qui, dans un premier temps, voulait pas qu'on suive cette personne-là, parce que elle avait peur que... C'est vrai qu'on peut se dire que dans un documentaire dans lequel on a 3 personnages principaux, s'il y en a un qui est une personne racisée, ça peut amplifier une réalité qui n'est peut-être pas le cas. Et c'est vrai que pour avoir passé un petit peu de temps dans les milieux, des organisations de jeunesse d'extrême droite, les personnes racisées sont une infime minorité. Il y en a, mais il n'y en a pas beaucoup. Et donc voilà, c'était ça la discussion. C'était, est-ce que là, on va surreprésenter un phénomène et donc participer à une sorte de banalisation de l'extrême droite qui va permettre de dire regardez, ils ne sont pas racistes puisqu'il y a une personne d'origine marocaine dans ce parti-là. Et en même temps, on est tiraillé parce que c'est un propos qui est quand même intéressant, qui traduit quand même certains enjeux de société qu'on pensait importants, et en fin de compte, on a fait le choix de lui donner une place, mais en faisant l'effort systématique d'essayer d'apporter ce sujet-là dans la conversation. Et il y a notamment une autre scène où on discute dans un trajet en train, notamment, où on a essayé un petit peu subtilement de la faire parler de cette position qu'elle a, et c'est elle-même en fait qui, de prime abord, sans qu'on lui pose la question, nous a demandé, moi on me reproche souvent le fait d'être un pion pour mon syndicat, parce qu'ils peuvent me mettre dans tous les contenus réseaux sociaux, m'afficher en page de couverture, et tout d'un coup on se dit la cocarde n'est plus raciste, et donc elle en parle, et on a essayé quand même de faire en sorte que ça se soit présent dans le film. Ok, merci. Et donc, que ce soit Kaina ou par exemple Stanislas Rigaud, c'est des personnes qui, tout le long du documentaire, refusent de se qualifier d'extrême droite. Ils se qualifient simplement de droite. C'est vous, dans le commentaire, qui insistez sur ce fait-là, qui qualifient leur parti d'extrême droite. Pour moi, ça amène une question aujourd'hui. Sur quoi on se base pour qualifier des idées ou des partis d'extrême droite quand les représentants de ces mêmes partis refusent de le faire? Oui. On a posé la question frontalement aux 3. Juste pour Stanislas, je crois qu'on a laissé une partie de la réponse dans l'interview. Mais en gros, l'argument qui revient le plus de leur côté, quand on leur pose la question, c'est non, on n'est pas d'extrême droite parce que on souhaite absolument pas un régime autoritaire. Au contraire, on accepte et on participe au jeu démocratique, puisqu'on se présente aux élections et qu'on se soumet et on accepte les résultats du vote. Ça, c'est l'argument qui revient vraiment systématiquement. Ça, on peut le contredire historiquement en disant qu'il y a plein de régimes autoritaires d'extrême droite qui sont parvenus au pouvoir par le vote. C'est tout un débat, je ne voudrais pas qu'on se prononce plus là-dessus, on n'est pas non plus des experts en la matière, mais maintenant, après, pour qualifier ou non un parti d'extrême droite, j'ai l'impression, en tout cas de ce
que je sais qu'il n'y a pas de critères objectifs, mais plus des repères historiques, en analysant les programmes, etc. Et puis il y a aussi le Conseil d'État qui émet des avis et qui, en l'occurrence, continue de, lorsqu'il y a des élections, présenter sur les listes Reconquête et le Rassemblement national comme des partis affiliés à l'extrême droite. Donc on a ça comme repère, je voudrais dire, objectif. Mais ensuite, oui, il y a une part forcément d'interprétation là-dedans. Et alors, selon vous, est-ce que les scores records du Rassemblement national aux dernières élections sont une raison suffisante pour traiter médiatiquement le RN comme n'importe quel autre parti politique? On s'est beaucoup posé la question, évidemment. Effectivement, c'est quelque chose qui a souvent été... l'extrême droite est quelque chose que les médias ont souvent effacé, disons, du discours jusqu'au moment où ils sont restés minoritaires. Comme tu viens de dire, vu les chiffres qu'ils sont faits aux urnes, nous, on a estimé que c'était important d'en parler, de comprendre comment des jeunes de notre âge allaient avoir ces idées-là, ce qui les amenait vers ces partis-là, plutôt que de les ignorer et de ne pas en parler. Et si je peux juste ajouter quelque chose, ce que je trouve intéressant, c'est que j'ai l'impression que parce que, et je ne dis pas que c'est cette question particulièrement, mais c'est aussi une question qu'on a entendue souvent et qu'on s'est beaucoup posée. Et j'ai l'impression que quand on dit traiter le RN comme n'importe quel autre parti, on le sous-entend, c'est-à-dire le traiter un peu plus favorablement ou à minima, en tout cas peut-être être moins à charge. Et je pense qu'au contraire, plus un parti est proche du pouvoir et puissant, plus au contraire le rôle du journalisme et du journaliste est de faire contre-pouvoir. Et donc, plus le RN sera puissant, plus il faudra qu'il y ait des journalistes qui soient à charge et qui essayent de le mettre face à ces contradictions, à ces différentes... quel que soit le problème qui puisse être le cas. Ça, c'est une chose. Et puis aussi, je pense quand même qu'il y a, en tout cas nous, on a pendant les tournages été confrontés à beaucoup de propos discriminatoires et le parti est aussi l'un des seuls qui a dans son programme des mesures qui portent en elles quand même des éléments de discrimination qui remettent en cause certains fondements de la société dans laquelle on vit et puis dans laquelle on a accepté de vivre depuis longtemps, et que donc c'est quand même un parti qui a dans son programme des éléments qui sont contraires à tout un tas d'acquis, et que donc c'est justifié quand même et qu'il faut au contraire jamais arrêter de le mettre face à ces contradictions-là. Maintenant, il y a peut-être en effet la question de... ce que ça sous-entend, c'est qu'on a beaucoup parlé aussi du mépris que pouvaient ressentir et les militants et la base électorale du parti, de par notamment les médias. Mais ça, je pense que c'est une chose et ça peut être répondu. Alors là, je n'ai pas la solution du tout, mais c'est peut-être dans les sujets traités, dans le contenu traité, etc. Mais je pense qu'il ne faut pas céder à un espèce de... on nous a beaucoup reproché, des gens d'extrême droite nous ont notamment envoyé des messages en disant mais vous êtes à charge, et comme vous êtes à charge, en fait finalement vous jouez encore plus notre jeu parce que vous participez à cette colère qui se lève contre tout un tas de médias mainstream qui essayent de s'opposer à l'extrême droite. Et je pense qu'il ne faut pas céder à ça. Alors justement, votre documentaire il a été diffusé sur LCP. On peut s'imaginer que LCP a une audience plutôt réticente aux idées d'extrême droite. Est-ce que selon vous, les journalistes peuvent véritablement s'adresser à tout le monde, ou est-ce que vous pensez qu'ils sont condamnés d'une façon à parler à une audience déjà convaincue? Alors, la question est très vaste. Évidemment, on n'a pas une réponse précise ni tranchante. Mais, dès le début, on savait que sûrement, avec nos documents, on n'allait pas convaincre des personnes qui étaient déjà d'extrême droite. C'était pas le but non plus. Et comme Arthur l'a dit, chacun a regardé le docu avec son positionnement politique en tête. Donc pour certains c'était trop à charge, pour certains c'était pas assez à charge, et c'est normal. Donc nous, ce qu'on pouvait aller toucher, c'était les personnes qui n'avaient peut-être pas en tête, qui ne connaissaient pas cette réalité,
de ces jeunes de tout ce mouvement de jeunes qui participent à la normalisation de l'extrême droite à travers des nouveaux outils, etc. Après, le risque, c'est toujours d'être dans sa bulle, de se renfermer dans sa bulle et de participer à cet entre-soi médiatique, mais aussi politique, qui polarise finalement la sphère politique française. Mais une façon, enfin, ce qu'on a choisi nous de faire, c'est d'utiliser les temps longs du format du documentaire pour essayer de contraster un peu cette culture polarisante de la punchline, de tout le temps être en contre-attaque, de la confrontation, pour aller un peu regarder les causes de cette finalement polarisation et politisation de quelqu'un qui choisit de s'engager là-dedans. Je ne sais pas si ça répond à la question. Oui. Merci beaucoup pour vos réponses. Je crois qu'on va prendre quelques questions et on vous invite bien sûr à regarder le documentaire Extrême droite, la nouvelle garde. Tout à fait. Merci pour cet échange. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle pour clôturer le bal aujourd'hui? Donc, monsieur se rend vers un micro. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à vous lever et à vous rapprocher d'un micro d'ores et déjà. Donc, monsieur et ensuite Sue Chan. Merci pour votre travail. Simple question. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à l'élection de Donald Trump, faisant un peu de politique fiction? Pensez-vous que ça va favoriser l'élan de l'extrême droite en France? Et petite comparaison entre l'extrémisme américain et l'extrémisme français, un cas d'école peut-être. Voilà, merci. Je trouve que c'est une question très intéressante, mais alors là, je voudrais vraiment pas. Enfin, je suis pas du tout expert en la matière, donc je saurais pas quoi répondre, si ce n'est que c'est. Enfin. À suivre. À suivre. Non, ouais, peut-être que tu as envie de dire un truc. Non. Franchement, en se basant sur notre expérience qui est très limitée, je ne sais pas si on pourrait répondre bien à cette question, mais c'est sûrement très intéressant, oui. Sue Chan. Yeah, do you mind a question in English? Yeah, sure. Thank you so much. How much are the young far-right people that you've interviewed, do you think they're influenced by their counterparts overseas? Is there any organizing going on across countries? And second, how much, when you presented yourselves as documentarians, was there an inherent mistrust, or were they willing to be open? For your first question, it's a bit complicated to answer, and also, again, we're not experts, but based on our experience, I can say that often it's complicated because in some ways they inspire each other, in some ways they completely reject American imperialism, for example. So there's a complicated relationship there. And quoi? I was just talking about the fact that we've been able to, they are trying to, for example, the Cocarde étudiante tries to organize a lot of, we saw them organizing a lot of events with other student unions from other countries in Europe, because it was the European election. We've been able to, we couldn't travel to other European countries and film that, but we saw that they were in talks with many neighboring countries like Belgium, Switzerland. There are some connections that are at place. So there's definitely more European connections than cross-Atlantic connections, I would say. In what we have observed. Hungary as well. Yeah, Hungary, they Austria, went there Italy. And for the question of mistrust, I don't think necessarily it was immediate mistrust. Also, I mean, it was a long road to get to actually filming. So there was all of the work that went in before filming, and that took a while. So yes, I mean, when you put it like that, there was inherent mistrust, but once you get past that and you actually get to filming, it also really depends what media you're coming from. Since LCP is not necessarily a very politically aligned media, I think it was maybe easier for us to get past some barriers. It was one of the aspects that helped us also.
And I think we tried to be also quite transparent with them about what we were doing. And throughout the process, we had conversations about it with them, and that also helped. Okay, please go ahead. Oui, question un peu pratique. Comment vous avez fait pour vous introduire dans les soirées d'extrême droite? Est-ce que vous faisiez passer pour des espions? Est-ce que vous assumiez votre posture? Et deuxième question plus globale sur les partis d'extrême droite. Est-ce qu'on peut leur défendre d'être un peu disruptif dans les arguments par rapport aux autres classes politiques? Voilà, je voulais avoir votre avis. Pour les soirées, on a été invités, hein, on ne s'est pas incrusté. Et on n'a pas du tout joué la carte de l'infiltration, ce n'était pas notre démarche du tout. Donc mais je ne vous cache pas que chaque négociation d'accès pour chaque tournage, à chaque fois, c'était une bataille. Et donc sur une soirée ou deux qu'on a mise dans le documentaire, il y en a eu, je ne sais pas combien dans l'année, auxquelles on n'a pas eu accès. Donc c'était pas évident, mais on a réussi quand même, justement, en travaillant cette relation de confiance, à avoir accès à quelques événements où il y avait moins de journalistes, et notamment une soirée de Génération Zemmour, donc le mouvement jeune de Reconquête, où là pour le coup on était les seuls journalistes et on a pu obtenir un petit peu des propos, un environnement un peu plus authentique, moins contrôlé, etc. Voilà. Maintenant pour la deuxième question, est-ce qu'ils sont disruptifs? C'est une bonne question. Je pense qu'ils le sont d'une certaine manière, oui. Après la question c'est je pense qu'ils le sont, puisqu'ils se présentent comme un parti qui... en tout cas dans le discours. C'est-à-dire qu'ils se présentent comme un parti qui va secouer la façon dont les choses sont établies depuis longtemps. Et ils se présentent comme ceux qui disent tout haut ce que tout le monde pense tout bas, etc. etc. Donc il y a une prétention, en tout cas, à être disruptif. Mais on se rend bien compte ensuite, quand on regarde les profils de certains, les parcours politiques d'autres, etc., etc., qu'il y a quand même une continuité, en tout cas pour le RN. On se rend vite compte, dès qu'on est un peu dedans, que c'est un parti qui a quand même des grosses similitudes dans le fonctionnement avec d'autres partis, et qu'ils sont pas si... Ils jouent beaucoup sur un discours anti-élite, mais je pense que si ils parvenaient au pouvoir, on se rendrait, ce que je ne souhaite personnellement pas, on se rendrait compte qu'ils ne sont pas si révolutionnaires que ça, et que d'ailleurs ils sont déjà poursuivis par des scandales voilà, je pense que vous êtes tous au courant, donc il y a une espèce de contradiction là-dedans. Ouais. Donc pour moi, ils ne sont pas si destructifs que ça. Moi, je suis d'accord. À ma droite, madame, vous aviez une question. Moi, j'avais une question sur les retombées après la diffusion de votre documentaire. Est-ce que ça vous a fermé des portes? Par exemple, les militants d'extrême droite n'ont pas été contents du traitement que vous avez fait dans votre documentaire, ou au contraire, ça vous permet d'avoir accès à des nouvelles personnes pour continuer ce travail sur l'extrême droite? Pour la plupart, par exemple, on sait que Stanislas Rigaud et Pierre-Romain Thionnet, ils ont très bien reçu le docu. Stanislas Rigaud spécialement, il a une politique de « il n'y a pas de mauvaise pub ». Donc voilà, on n'a pas trop eu de retombées négatives. Kaina, elle ne nous a plus répondu, donc on n'a pas eu ces retours. Mais on n'a pas encore essayé de réouvrir des portes, disons. Je sais pas. À part, Stanislas Rigaud c'est le seul auquel on a parlé après la diffusion du documentaire. Et on a eu le retour de Pierre Romain via l'intermédiaire de Stanislas Rigaud. Mais Stanislas, il nous disait, lui, il nous a fait une réponse très pro dans son petit rôle de politique, et il nous a dit félicitations pour votre documentaire. On trouve que votre travail, voilà, on ne s'est pas senti manipulé. Vous critiquez, mais c'est factuel, donc il n'y a pas de problème. Et donc voilà, bravo, et sans rancune, etc. Et donc, pour le coup, il y a peut-être une piste qu'on aimerait explorer pour continuer à travailler sur peut-être sur lui et sur l'extrême droite via lui. Et donc, c'est une porte qu'on a réussi à maintenir ouverte. Par contre, la cocarde, c'est plus compliqué. Ouais. Oui. Parce que aussi, peut-être qu'ils sont
en l'occurrence, pour Keïna, c'était sa première expérience médiatique, et même si on l'avait prévenu que voilà, ça allait être un film qui allait avoir une part de critique, peut-être qu'elle s'y attendait pas autant. En tout cas, c'est ce qu'on comprend de son silence. 2 dernières questions, les 2 personnes qui sont debout, donc à ma gauche, et ensuite on viendra vers vous, monsieur. Bonjour, merci. En vous écoutant parler sur votre documentaire, alors malheureusement je ne l'ai pas encore vu, j'ai pensé à un autre documentaire qui a été réalisé en 2017 sur un militant du Front National à l'époque. C'est un documentaire de Mathias Thierry et Étienne Chailloux qui s'appelle La Cravate. Je voulais savoir dans quelle mesure ça vous avait inspiré, ce que vous vouliez être dans la continuité de ce documentaire, apporter de nouvelles perspectives. Tu veux dire un truc ? Ouais. Oui, c'était un peu la référence première qu'on avait en tête en le faisant. On l'avait vu chacun il y a longtemps avant, et c'est un documentaire qui est... on peut en penser ce qu'on veut, mais en tout cas, sa force, c'est son dispositif formel. Et donc ça, d'un point de vue très pragmatique, c'était inspirant, en tout cas dans la manière de comment on peut raconter une histoire. En fait, alors pour ceux qui l'ont peut-être pas vu, le principe, c'est qu'ils ont fait une série d'entretiens avec un militant du Rassemblement national. Sur la base de ces entretiens, de tout le contenu qu'ils ont ramassé, ils ont écrit une sorte de mini-livre qui, en fait, va devenir la voix off du film, et ils la font lire, ou en tout cas, ils la lisent devant le militant. Je me souviens plus comment ça se passe. C'est lui qui la lit. Et donc, en gros, en fait, l'interview assise, posée, qui structure le film, c'est le militant qui lit le récit que les journalistes ont écrit sur lui. Et donc, en fait, par cette façon-là, donc on a le militant qui dit « Ah, c'est marrant ce que vous avez écrit, ça, je suis pas d'accord, etc. » Et donc, ce qui était intéressant, c'est que ça permettait déjà de délester le point de vue de tout petit problème éthique qu'on peut avoir quand on écrit justement une voix off sur le documentaire. C'est que là, au moins, ces petits problèmes-là de représentation, ils étaient réglés parce que ils assumaient la confrontation avec le personnage directement. Ensuite, politiquement, c'est une réalité très différente qu'ils ont filmé eux de ce qu'on a filmé nous. Là, c'est vraiment un militant dans une zone rurale qui n'a rien à voir, qui est pas non plus quelqu'un qui était aussi média trained, etc. Donc c'était quand même un autre film, mais c'était très inspirant, ça c'est sûr. Oui, mais je crois que justement, nous, on s'est concentré sur une réalité un peu différente et un peu une évolution peut-être de ces paysages politiques qui est montré dans ce film-là. Et on s'est vraiment concentré sur comment ces jeunes-là passent un peu le cap de simples militants à responsables, jeunes cadres, surtout dans Paris. Du coup, comment ils arrivent à des postes de responsabilité dans leur parti, dans leurs organisations. Du coup, c'est une étape un peu différente, je crois, pour les militants aussi. À vous, monsieur, pour la dernière question du jour. La personne avant vous évoquait la diffusion de l'information via TikTok et ces formats-là. Comment vous voyez l'avenir du journalisme ? Votre documentaire a été diffusé sur LCP, donc un canal classique. Et est-ce que vous voyez à terme une fusion des deux méthodes ? Quelles sont les nouvelles pistes du journalisme ? Comment ça va se passer par rapport à... Comment vous voyez cette coexistence de deux canaux complètement différents de traitement de l'information ? Est-ce que ça va fusionner ou est-ce qu'on aura toujours une coexistence classique et nouveaux médias ? C'est pour toi ça. Alors, d'ailleurs, on a une séquence dans le docu qui est complètement basée sur des contenus réseaux sociaux qu'on a repris. Après, à titre personnel, je travaille aussi pour un média qui bosse principalement sur les réseaux sociaux, mais on fait aussi de long format sur YouTube. Du coup, je ne sais pas si ça répond à votre question, mais je crois que pour moi, ça peut coexister, les réseaux sociaux et le long format. Après, évidemment, ça dépend beaucoup de la plateforme de laquelle on parle, parce que sur Instagram, c'est tout à fait une autre histoire par rapport à YouTube. C'est un peu à voir. C'est difficile de faire des prédictions, mais c'est pas incompatible pour moi. Après, je sais que ça pose beaucoup de problèmes, les réseaux sociaux, à beaucoup de journalistes, et c'est difficile de bien trouver l'équilibre entre être dépendant de la plateforme et avoir une indépendance éditoriale et une indépendance des formats.
à voir si les réseaux auront la durabilité qu'on prédit qu'ils auront. Mais entre-temps, je crois que c'est indispensable d'être dessus et d'évoluer avec eux. Je crois que le journalisme, de toute façon, c'est en continue évolution. Du coup, c'est intéressant de voir comment les deux peuvent coexister et travailler ensemble. Après, ça a ses contraintes, ça, je peux vous assurer, oui. Un grand merci, René Bertigny et Arthur Didier de Rennes, et merci à nos étudiants également. Alors, notre conférence arrive à sa fin. Je vous remercie de votre attention. Je remercie nos intervenants et bien sûr nos étudiants dont la couverture tout au long de la journée a été extraordinaire. Donc bravo à eux et merci. Et je vous invite à nous rejoindre près de la péniche dans le petit hall pour un moment de convivialité afin que nous puissions poursuivre nos échanges autour d'un cocktail. Merci à tous.